Il y a quelques jours, l'entrée des troupes israéliennes en Égypte. La crise de Suez éclate à nouveau de manière spectaculaire dans les actualités, car Israël a envahi l'Égypte. Était-ce une situation dangereuse? Était-il probable qu'elle conduise à une flambée généralisée au Moyen-Orient? Selon le jugement du gouvernement, c'était le cas. En quelques heures, les principales colonnes israéliennes se dirigent vers le canal. La Grande-Bretagne et la France réagissent immédiatement avec un ultimatum: arrêtez les combats ou nous intervenons. Était-il probable que cela mette en danger les intérêts britanniques et internationaux? Oui. Sans avertissement, Israël frappe. Le général Moshe Dayan, commandant en chef, ordonne une attaque. Les patrouilles israéliennes effectuent une fouille maison par maison, vérifiant les identités pour se prémunir contre les infiltrations hostiles. Il semble qu'Israël ait réussi à détruire les bases au Sinaï et à Gaza, le Moyen-Orient. Des dégâts considérables avec des maisons détruites dans la bande de Gaza, à propos des récents affrontements entre les forces égyptiennes et israéliennes. Escarmouches décrites comme des incidents frontaliers. Fait dur et sombre. La réalité que rien ne pouvait altérer. Il y a eu des manifestations d'Arabes palestiniens réclamant le retour du contrôle égyptien. La reprise signifie non seulement mettre fin au combat maintenant, mais aussi apporter une paix durable à une région qui, depuis 10 ans, vit ou tente de vivre dans un état de guerre constant. L'Égypte, prête à placer la bande de Gaza sous contrôle international. La force d'urgence des Nations Unies était prête à la frontière. La première question n'est pas de savoir comment cela a commencé, mais comment l'éteindre. La force des Nations Unies intervient la nuit alors que le couvre-feu était en vigueur. Il y a des moments pour le courage, des moments pour l'action. Et c'est l'un d'eux. Dans l'intérêt de la paix, j'espère vraiment que nous avons appris notre leçon. Pendant ce temps, les troupes des Nations Unies ont pris le contrôle militaire à Gaza et le point chaud du Moyen-Orient devient un problème pour le Parlement mondial des Nations. Avant les chiffres et les blâmes, un cadre. Gaza, au début de novembre 1956, était un lieu administré. Des camps de réfugiés fonctionnant avec des cartes de rationnement et des listes scolaires, des cliniques des Nations Unies enregistrant les traitements, des bureaux municipaux délivrant des permis et des avis de décès, des registres paroissiaux enregistrant les décès, des familles bédouines se déplaçant le long de routes plus anciennes que la frontière. Lorsque l'armée est arrivée, la plupart des civils n'ont pas rencontré de bataille. Ils ont rencontré des ordres. Des proclamations de couvre-feu ont été affichées sur les murs et diffusées à la radio. Des quartiers entiers ont été marqués comme zones fermées. Se déplacer après les heures fixées nécessitait un permis tamponné. Le langage semblait bureaucratique. La conséquence était brutale. Soyez visible, soyez contrôlable. Sortez des règles et risquez d'être abattu. Du couvre-feu découle le filtrage. Sur le papier, cela signifiait identification et interrogatoire. En pratique, cela signifiait une convocation à l'extérieur. Les gens étaient invités à quitter leur maison et à se rassembler dans les cours d'école, les carrefours, les champs ouverts. Des files se formaient non pas une fois, mais à plusieurs reprises au cours du mois. Les hommes séparés des garçons et des anciens. Les femmes et les enfants se tenaient à l'écart, ou étaient amenés plus tard. Les documents étaient à vérifier. Les noms étaient lus. Un permis manquant, une adresse non concordante, une rumeur chuchotée à 2 rues de là. Chacune de ces choses pouvait suffire. Ceux qui étaient désignés étaient conduits vers des points de rétention, des salles de classe, des cours, des enclos improvisés. Certains revenaient après des heures, certains après des jours, certains ne revenaient pas. Les survivants ont décrit plus tard les attentes. Debout sous le soleil ou le froid du matin jusqu'au soir, écoutant les noms qui signifiaient libération ou disparition. Cette méthode s'est abattue sur un système déjà sous tension. La capacité hospitalière s'était effondrée pendant l'occupation. Les blessés gisaient sur les sols. Les morgues se remplissaient plus vite qu'elles ne pouvaient être vidées. Les comités des mosquées transportèrent de la glace pour ralentir la décomposition. Les familles creusèrent des tombes à la hâte. Même l'UNRWA admettrait plus tard que ces listes des morts ne pourraient jamais être complètes, car beaucoup ont été enterrés avant d'avoir pu être identifiés. Les rapports de terrain des Nations Unies du même mois ont noté le même écart. Des enterrements effectués avant que les noms ne puissent être inscrits dans le registre. La densité de Gaza a multiplié le préjudice. Dans un territoire déjà rempli de réfugiés, un couvre-feu ne faisait pas que calmer une ville. Il vidait des camps entiers. Un filtrage destiné à isoler quelques suspects balayait des quartiers entiers. Les familles attendaient des jours sans nouvelles. Réfléchissez à cela un instant. Des camps entiers tirés en ligne. Des communautés entières réduites au silence pour une simple vérification de permis. Et ce n'étaient pas seulement les citadins au sud de Rafah. Les familles bédouines ont été chassées d'une bande côtière au nom de la sécurité frontalière, perdant des terres de pâturage et la mobilité qui les maintenait en vie. Les greffiers paroissiaux à Gaza ont enregistré des grappes soudaines d'enterrement. Les enseignants ont noté des bureaux vides. Les femmes portaient des papiers ménagers, soignaient les blessés et déposaient des pétitions pour des maris et des fils qui ne sont jamais rentrés chez eux. Le langage du moment faisait son propre travail. Le phrasé officiel compressait ce qui s'était passé en mots neutres. Incident, perturbation, opération de filtrage. Dans les journaux arabes, cette même semaine, les mots étaient plus directs. Meurtre, fusillade de masse. Les deux ensembles sont encore dans les archives.
La contradiction était présente dès le début. Un autre élément de contexte importait. À l'intérieur d'Israël cette même semaine, les meurtres de couvre-feu de Kafr Kassim ont montré à quel point l'application après les heures pouvait être mortelle. Les tribunaux là-bas qualifieraient plus tard de tels ordres de manifestement illégaux. À Gaza, aucune responsabilité de ce type n'a suivi. Le but n'est pas d'équivaloir les cas. C'est pour montrer la continuité de la doctrine. Le couvre-feu est un contrôle, et le risque que le contrôle devienne mortel. La séquence est importante. Couvre-feu pour vider les rues, filtrage pour contrôler les corps et les noms, détention et transfert pour retirer ceux marqués comme douteux. Ce n'était pas la première fois que des Palestiniens étaient expulsés de leur maison, ni la dernière. L'occupation n'efface pas les protections civiles. Les civils doivent être protégés de la violence et de l'intimidation, et la punition collective est interdite. Nous testerons ces règles par rapport à ce qui s'est passé ensuite. D'abord à Khan Younis, puis quelques jours plus tard, Rafah. C'est l'ordre que les civils ont rencontré. Khan Younis a rencontré la séquence en premier. Dans les premiers jours de novembre, les soldats ont pénétré dans la ville et les camps environnants. Les carrefours routiers ont été scellés, un couvre-feu déclaré. Des haut-parleurs et des patrouilles ont dit aux gens de rester à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient appelés. Puis les convocations ont commencé. Les résidents ont décrit avoir été ordonnés dans les cours ouvertes, les cours d'école, les parcelles de sol dur près du marché. Des files se sont formées encore et encore au cours de ces jours. Les hommes séparés des garçons et des anciens, les femmes et les enfants invités à se tenir à l'écart ou à attendre à la maison jusqu'à ce que les noms soient appelés. Documents vérifiés, listes lues. Quiconque dont les papiers ne correspondaient pas à une adresse, quiconque nommé par rumeur, quiconque dont le nom apparaissait sur une liste, tiré de la ligne et conduit vers des points de rétention, des salles de classe, des cours municipales, des coins clôturés. Certaines des premières fusillades à Khan Younis ont eu lieu pendant ce processus. Les récits décrivent des rafales de coups de feu lorsque les gens se déplaçaient trop lentement sous les ordres, ou des volets tirés directement dans les lignes assemblées. Les cliniques ont enregistré une soudaine arrivée de blessures par balle. Les corps atteignaient la morgue plus vite qu'ils ne pouvaient être traités. Les registres paroissiaux et municipaux montrent des grappes d'enterrement ces mêmes jours. Certains avec des noms, beaucoup sans. Les travailleurs de terrain des Nations Unies à Gaza ont noté le même écart, des enterrements effectués avant que les noms ne puissent être inscrits dans le registre. Les chiffres restent contestés. Les listes tenues par l'UNRWA, les hôpitaux et les comités de camp comptèrent les morts en grands chiffres à la fin du mois, mais chaque liste ne voyait qu'une partie de l'image. Des corps amenés à une clinique, des noms qu'un greffier reconnaissait, des rapports qu'un comité pouvait rassembler avant le prochain couvre-feu. Certains survivants insistent sur le fait que le bilan était plus élevé. Les comptes officiels de l'époque offraient des chiffres plus bas et qualifiaient les décès d'effets secondaires de perturbations ou d'émeutes. Lorsque j'ai comparé les listes, j'ai vu le chevauchement, des noms répétés sur un registre manquant sur un autre. Certaines morts n'ont été enregistrées que des jours plus tard, lorsque les blessés sont morts à l'hôpital. Ce chaos n'était pas aléatoire, il était structurel. Pour l'instant, la forme de l'événement compte. Des personnes rassemblées sous ordre, des contrôles effectués sous la menace des fusils et des tirs à balles réels utilisés parmi les civils. Pensez-y, convoquée par la même autorité qui a ensuite ouvert le feu sur les lignes qu'elle avait créées. Les détentions se sont déroulées parallèlement aux fusillades. Des hommes ont été conduits de Khan Younis vers des camps temporaires. Certains interrogés et libérés en quelques heures, d'autres après plusieurs jours, une partie transférée hors du district. Les familles ont déposé des pétitions auprès de l'UNRWA et des bureaux locaux. Beaucoup n'ont jamais reçu de confirmation sur le lieu où un proche avait été emmené. Les enseignants rayèrent des noms dans les registres de présence. Les mères attendaient à l'extérieur des points de contrôle, serrant des documents qui n'ouvraient plus de portes. Le travail des femmes ancrant les heures entre les ordres. Elles portaient des papiers pour les ménages, négociaient avec les patrouilles, transportaient de l'eau avant le couvre-feu et soignaient les blessés dans des pièces surpeuplées. Les familles bédouines aux abords de Khan Younis resserraient leur cercle, mais le couvre-feu et les points de contrôle transformaient le mouvement lui-même en un risque. Qui détenait le contrôle effectif ces jours-là? Les ordres descendaient d'une chaîne établie. Les commandants locaux décidaient comment les contrôles étaient effectués. Les patrouilles faisaient respecter le couvre-feu qui rendait les lignes possibles. Certaines parties de cette chaîne sont claires dans les archives. D'autres restent obscurcies par des minutes manquantes et des mémorandums sous-estimés. Ce qui est clair, c'est que les tirs à balles réels et les détentions ne provenaient pas de la panique dans une foule. Ils provenaient d'ordres exécutés à travers une chaîne de commandement. Au moment où l'armée a déplacé son attention vers le sud, le schéma à Khan Younis était établi. Couvre-feu pour dégager les rues, contrôle pour maîtriser les corps et les noms, détention puis transfert pour éliminer ceux marqués comme douteux. Tirs à balles réels utilisés parmi les civils rassemblés sous ordre. Hôpitaux et morgues débordés,
enterrements précipités, listes incomplètes. Quelques jours plus tard, Rafah verrait la même méthode à plus grande échelle et systématisée. C'est là que nous allons ensuite. Quelques jours après Khan Younis, la même séquence s'est déroulée à Rafah. Mais ici, c'était plus grand, plus délibéré et plus bureaucratique. Rafah se trouvait à l'extrémité sud de la bande, une ville entourée de camps de réfugiés et de campements bédouins. C'était aussi le point le plus proche de la frontière du Sinaï. Et en novembre 1956, les forces israéliennes le voyaient comme un endroit à sécuriser par un contrôle total. Les ordres ont été donnés, le couvre-feu imposé, les zones scellées et la population convoquée à l'air libre. Cette fois, les contrôles n'étaient pas dispersés dans les rues. Des quartiers entiers ont été vidés d'un coup. Les témoins se souviennent de milliers de personnes rassemblées dans des champs ouverts, des cours d'école et des camps. Les rangées s'étendaient pendant des heures sous le soleil. Les hommes étaient tirés dans des lignes à part. Les femmes et les enfants attendaient aux abords avec des documents et de la nourriture. Les enfants s'accrochaient à leur mère tandis que les noms étaient lus. Les soldats vérifiaient les papiers par rapport aux listes. Les greffiers prenaient des notes. Les gens étaient marqués pour interrogatoire ou emmenés. Les détentions à Rafah n'étaient pas seulement temporaires. Des centaines ont été transférés hors du district. Certains vers des camps de détention plus à l'intérieur de Gaza, d'autres de l'autre côté du Sinaï, d'autres ont complètement disparu des archives, les familles ont déposé des pétitions. Certains détenus sont revenus quelques jours plus tard, d'autres ne sont jamais revenus. Les victimes ont également augmenté ici. Les rapports des cliniques et des comités parlent de tirs dans les foules, de personnes s'effondrant dans les lignes, de corps emportés avant qu'ils ne puissent être identifiés. Les hôpitaux de Rafah et de Gaza City débordaient. Les travailleurs des Nations Unies sur le terrain ont noté le même schéma qu'ils avaient vu à Khan Younis. Les enterrements ont eu lieu avant que les noms ne puissent être inscrits dans les registres. Les chiffres sont à nouveau contestés. Les comités de camp et les bureaux de l'UNRWA ont compté de grands totaux à la fin du mois. Les récits israéliens parlaient de bien moins de morts et présentaient l'opération comme une mesure de sécurité nécessaire. Ce qui ressort à Rafah, c'est l'échelle. Là où Khan Younis était soudain et violent, Rafah montre la méthode appliquée comme un modèle. Couvre-feu déclaré, populations entières convoquées, lignes massives contrôlées, détenus traités, dossiers enregistrés, le tout sous l'ombre de la force. Je revenais sans cesse à la paperasse ici. Des planchettes, des registres, des listes. Seuls, ils ressemblent à de l'administration. À Rafah, ils sont devenus partie intégrante de la machine de violence. Et cette violence n'était pas accidentelle. Elle nécessitait planification, ressources et approbation. Le droit international interdit le transfert de civils hors du territoire occupé. Pourtant, Rafah a vu des centaines de personnes traverser la frontière. Les femmes ont supporté une grande partie du poids invisible. Elles faisaient la queue avec des documents ménagers, cherchaient les blessés dans les hôpitaux et préparaient nourriture et eau pour les proches retenus dans les champs. Les enseignants ont trouvé leurs écoles à moitié vides. Les familles bédouines prises dans les rafles ont vu leur mobilité, la seule protection qu'elles avaient, devenir une responsabilité au point de contrôle. Les greffiers paroissiaux à Gaza ont enregistré une autre vague d'enterrements en novembre, correspondant au rapport des camps. Au moment où les rafles ont pris fin, la méthode était indubitable. Couvre-feu, contrôle, détention, transfert, tirs dans les lignes, hôpitaux et morgues débordés, enterrements précipités et non enregistrés, familles laissées sans réponse. Khan Younis avait été le premier choc. Rafah était la preuve que ce n'était pas un accident, mais un système. C'était aussi là que les contrôles sont devenus une machine pour les disparitions lorsque des quartiers entiers ont été appelés dans les champs. Les lignes ne se terminaient pas lorsque les foules rentraient chez elles. Des centaines d'hommes ont été séparés et conduits vers des sites de détention. Certains interrogés et libérés le jour même, d'autres gardés sous surveillance pendant des jours. Une partie a été complètement retirée de Rafah. Le transfert a séparé les familles sans préavis. Les détenus ont été envoyés dans des camps plus à l'intérieur de Gaza, dans des camps au Sinaï ou dans des installations au-delà de la bande. Certains sont réapparus des semaines plus tard. Beaucoup ne l'ont pas fait. Les familles ont déposé des pétitions auprès de l'UNRWA et de la Croix-Rouge. Les réponses, lorsqu'elles arrivaient, étaient souvent formulaires. Pas sur la liste, aucune information disponible. Les dossiers de terrain du Comité international de la Croix-Rouge de ce mois-là ont enregistré le même schéma. Pétitions enregistrées, recherches initiées, réponses non concluantes. Ce n'était pas juste du silence, c'était un silence bureaucratique, conçu au bureau de l'autorité. Les enseignants marquaient les noms absents, puis les rayaient lorsque les jours se transformaient en semaines.
Pour les familles bédouines, les rafles signifiaient plus que des hommes perdus. L'expulsion des terres de pâturage à la périphérie de Rafah a coupé les racines qui définissent à la survie. Leur mobilité est devenue une responsabilité. Leurs pétitions n'ont souvent jamais atteint les bureaux où les décisions étaient prises. Les chiffres restent flous. L'UNRWA et les comités de camp ont enregistré des centaines de détenus. À la fin du mois, beaucoup n'étaient toujours pas comptabilisés. Les rapports israéliens parlaient d'interrogatoires brefs et de libérations rapides, avec seulement un petit nombre transférés. Les dépêches de presse parlaient d'arrestations massives et de punitions collectives. Plus tard, le débat des Nations Unies a cité ces détentions explicitement, même si les chiffres restent contestés. Chaque version reflétait la position de son auteur. Aucune n'annulait les autres. L'absence elle-même est devenue le fait avec lequel les civils vivaient. Lits vides, bureaux vides, repas non consommés, papiers classés et sans réponse, enfants attendant aux portes des pères qui ne sont pas revenus. Pensez-y, une absence si courante qu'elle est devenue routinière, pourtant chaque absence était une personne. La loi n'est pas silencieuse ici. La détention sous occupation doit suivre des règles claires. La raison donnée, la personne nommée, la famille informée. Les transferts hors du territoire occupé sont explicitement interdits. La punition collective est interdite. Les pétitions et registres de Rafah et les silences qu'ils contiennent montrent comment ces règles ont été violées. Près de 10 ans d'expérience ont enseigné la leçon que les décisions de ce Conseil concernant Israël et ses voisins arabes mettent du temps à prendre effet. Mais la situation à laquelle nous sommes tous confrontés est d'une urgence des plus immédiates. À moins qu'une action ne soit entreprise immédiatement, et par immédiatement je veux dire dans très peu d'heures, nous croyons que le canal pourrait être mis hors service et que les combats pourraient s'étendre au-delà de la péninsule du Sinaï. Lorsque les balayages ont pris fin, Rafah s'est retrouvé non seulement avec des enterrements et des blessures, mais aussi avec des noms manquants sur tous les types de listes. Les listes qui étaient tenues, les listes qui étaient promises, et les listes qui n'ont jamais été écrites. Ce qui s'est passé à Khan Yunis et Rafah ne s'est pas seulement déroulé sur le terrain, cela s'est aussi joué en mots. Dans les journaux arabes de ce mois de novembre, le langage était brutal. Les gros titres parlaient de fusillades de masse, de représailles et de meurtres de civils. Dans la presse hébraïque, le ton était adouci. Davar décrivait des troubles à Gaza. D'autres rapports parlaient d'incidents et d'opérations de sécurité. Les agences de presse internationales diffusaient les deux versions, Reuters et AFP, mentionnant des centaines de morts. Les briefings israéliens insistant sur le fait que les décès étaient survenus lors d'affrontements avec des émeutiers. Le suivi de la BBC a capté la contradiction en temps réel. Radio Le Caire diffusait des informations sur des massacres dans les camps de réfugiés. Israël décrivait des mesures nécessaires pour rétablir l'ordre. Ce qui m'a frappé en lisant ces récits côte à côte, c'est comment deux radios pouvaient raconter au monde des histoires opposées sur les mêmes rues le même jour. Les Nations Unies ont ajouté une autre couche de langage. Le personnel de terrain de l'ONU utilisait l'expression « incident à Gaza » dans leur rapport. Au moment où le débat atteignait l'Assemblée générale, le langage était encore plus délibéré. Événements regrettables, victimes civiles résultant de mesures de sécurité. Au même moment, le personnel de l'UNRWA dans les camps tenait des listes de décès et écrivait discrètement que leurs archives ne seraient jamais complètes. Le silence ne concernait pas seulement les mots, mais aussi l'omission. La censure israélienne restreignait la couverture à l'intérieur de Gaza. Les correspondants étrangers étaient limités à de brefs communiqués. Les points de discussion du cabinet mettaient en garde contre la reconnaissance d'un grand nombre de victimes civiles, présentant les actions comme des contrôles pour infiltrer. Ce silence était structuré, conçu pour protéger la politique plutôt que les civils. Il y avait aussi des voix dissidentes. Une poignée de journalistes et de politiciens israéliens ont soutenu que tirer sur des foules de civils ne pouvait pas être excusé comme un contrôle de sécurité. Leurs avertissements n'ont pas changé la politique, mais ils restent dans les archives, preuve que même à l'époque, la ligne entre sécurité et atrocité était visible. Pour les civils à Gaza, le langage n'était pas abstrait. Enterrer des voisins sans nom puis lire sur des troubles était une autre blessure. La perte était vécue dans les foyers et les écoles. Dans la presse, elle était reformulée, adoucie ou niée. Réfléchissez à cela un instant. Pleurer un frère ou un enfant et puis les entendre parler comme s'ils étaient des émeutiers, et la loi ne permet pas que l'euphémisme efface la responsabilité. Les protections internationales pour les civils s'appliquent qu'un rapport les qualifie d'émeutiers ou de réfugiés. Le devoir de protéger reste le même. Lorsque nous mettons ces mots et ces silences à côté des récits de terrain, le schéma est clair. La violence a été commise au grand jour, mais elle a aussi été façonnée, minimisée et contestée dans le langage. Après les fusillades, après les transferts, la vie quotidienne n'est pas revenue à la normale.
elle s'est transformée en survie. Les couvre-feux laissaient les rues vides pendant des jours. Les familles rationnèrent la nourriture avec soin, ne sachant pas quand les magasins rouvriraient. Les convois de l'UNRWA notés dans les rapports de novembre étaient ralentis ou bloqués au point de contrôle. Ce n'était pas une confusion logistique. C'était un contrôle délibéré, transformant la nourriture en monnaie d'échange. Les femmes portaient des permis à travers les patrouilles pour aller chercher de la farine ou de l'eau. Certaines étaient refoulées. D'autres étaient laissées passer. Chaque voyage était un risque. Les enfants attendaient à côté de leur mère aux portes, serrant des boîtes vides. Dans les camps, les salles de classe se sont tues. Les enseignants marquaient des rangées de bureaux vides, certains temporaires, d'autres permanents. Les cours ont cessé non seulement à cause des enfants manquants, mais parce que les couvre-feux fermaient complètement les écoles. Les secrétaires paroissiaux ont annulé les services suspendus. Les réfugiés qui avaient déjà vécu des années dans des tentes ou des abris surpeuplés se retrouvaient encore plus confinés. Les hôpitaux fonctionnaient avec moins de personnel. Les rapports notaient des médecins incapables d'atteindre les patients et des patients incapables d'atteindre les médecins. Les blessés étaient soignés à domicile avec les fournitures que les familles pouvaient trouver. Les comités de mosquées s'organisaient pour déplacer de la glace, de l'eau et du pain. Dans certains camps, les femmes formaient de petits réseaux, se relayant pour apporter de la nourriture au foyer sous les couvre-feux les plus stricts. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ces archives mentionnèrent souvent des femmes portant, organisant, maintenant les foyers en vie alors que le système formel vacillait. Les familles bédouines déplacées du bord de Rafah ont survécu en se retirant plus profondément dans la bande. Elles ont perdu l'accès aux routes de pâturage et ont dû compter sur les rations des voisins. Pour une communauté définie par le mouvement, l'immobilité est devenue une blessure en soi. Même la radio parlait en contradiction. Le Caire annonçait des massacres. Israël rapportait un ordre rétabli. Les résumés de l'ONU les qualifiaient d'incidents. Les comités de réfugiés parlaient de faim et d'étagères vides. Pour les civils à l'écoute, la vérité n'était pas mesurée en diffusion. Elle était mesurée par le coup à la porte ou l'absence à la table. Réfléchissez à cela un moment. Écouter une radio qui dit que l'ordre a été rétabli tout en regardant une étagère vide. Ce n'est pas pour peindre Gaza uniquement en termes de souffrance. La survie elle-même était une forme de résistance. Les familles tenaient des registres des morts lorsque les listes officielles échouaient. Les enseignants tenaient des listes même dans des salles de classe vides. Les secrétaires paroissiaux et les comités de mosquées enterraient les noms réclamés avec dignité. Et la loi est claire. Les protections internationales garantissent l'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux sous occupation. Entraver cela n'est pas une simple gêne bureaucratique. C'est une violation de l'obligation. L'occupation a transformé la vie quotidienne en rareté et en peur, mais elle n'a pas effacé la communauté. Ce fil de persistance est visible dans les archives, dans les témoignages et dans la survie de ceux qui ont continué sous couvre-feu. Chaque couvre-feu, chaque contrôle, comme chaque disparition reposait sur une chaîne d'ordre. Pour comprendre Khan Younis et Rafah, nous devons suivre cette chaîne, non seulement jusqu'aux champs, mais aussi jusqu'aux cabinets, ministères, aux salles internationales. À la base, il y avait des patrouilles et des officiers subalternes. Ils faisaient respecter les heures de couvre-feu, mettaient les familles en ligne, décidaient qui se déplaçait trop lentement, qui était mis de côté et qui était emmené. Au-dessus d'eux se trouvaient là les commandants de compagnie et de bataillons. Les archives de terrain et les récits de survivants montrent qu'ils choisissaient comment se déroulaient les contrôles. S'il fallait convoquer des quartiers entiers à la fois, si des tirs à balles réels étaient utilisés comme avertissement, comment les détenus étaient traités ou transférés. Mais les fusillades et les détentions de novembre 1956 n'ont pas émergé uniquement de l'improvisation sur le terrain. Elles suivaient un climat politique défini au sommet. Les procès-verbaux du cabinet de la direction israélienne montraient des débats sur la manière de présenter Gaza à l'étranger, pas sur la manière de protéger les civils. Les points de discussion circulant aux diplomates les instruisaient de parler de contrôle des infiltrés et d'incidents. Les victimes civiles étaient reconnues en privé, mais minimisées ou niées en public. Et ce n'était pas seulement une histoire israélienne. Gaza, en novembre 1956, se trouvait au cœur de la crise de Suez. La Grande-Bretagne cherchait à maintenir le canal. La France voulait punir Nasser pour son soutien à l'indépendance algérienne. Israël voyait sa chance de renforcer sa prise sur Gaza et de frapper profondément dans le Sinaï. Trois puissances alignées, chacune poursuivant son propre gain tandis que les Palestiniens en payaient le prix. Les Nations Unies révélaient la même division entre principe et pratique. Le personnel de terrain de l'ONU rapportait sans détour sur les enterrements et les noms manquants. Pourtant, à New York, ces lignes étaient adoucies en événements regrettables et mesures de sécurité.
Ce qui m'a frappé en lisant ces débats, c'est combien de vérités étaient perdues dans la traduction, non pas perdues par accident, mais adoucies délibérément. Le Comité international de la Croix-Rouge enregistrait des pétitions et des recherches, mais ne pouvait pas imposer de réponse. L'UNRWA listait les morts et les blessés, mais n'avait pas le pouvoir de protéger les vivants. Les institutions notèrent la souffrance, mais les structures au-dessus d'elles choisissaient la prudence plutôt que la confrontation. À l'intérieur d'Israël, des voix dissidentes existaient, des journalistes, des politiciens et des citoyens juifs qui s'opposaient au militarisme sioniste et mettaient en garde contre l'atrocité. Leurs mots restent dans les archives, preuve que la violence n'était pas invisible, mais ils étaient marginalisés. Les élites sionistes ont continué et la société dans son ensemble, par le silence, la croyance ou la peur, a permis au système de fonctionner. La responsabilité s'étend donc en couches. Elle incombe à la patrouille qui a tiré, au commandant qui a approuvé le tir à balles réelles, au cabinet qui a ordonné l'occupation et nié son coup. Elle incombe aux puissances coloniales qui l'ont permise, et aux institutions mondiales qui l'ont adoucie. Et elle incombe à l'idéologie du sionisme elle-même, une idéologie qui promettait la sécurité par la dépossession et tirait sa légitimité non seulement des généraux, mais aussi des civils prêts à accepter ou promouvoir la violence contre leurs voisins. Pour les Palestiniens de Gaza, la responsabilité n'était pas abstraite. Elle se vivait dans des noms manquants, des registres silencieux, des pétitions sans réponse et des silences dans les salles internationales. Et novembre 1956 ne se tenait pas seul. Il s'inscrivait dans un schéma plus long de politique sioniste, déplaçant les Palestiniens de leur maison, contrôlant leurs mouvements, niant leurs pertes et recadrant leur réalité en incident. Réfléchissez-y un instant. Un massacre recadré en incident, une disparition écartée comme nom sur la liste. Ces mots faisaient aussi partie de la violence. Le dossier de Khan Younis et Rafah le montre clairement. Ce qui s'est passé n'était pas accidentel. C'était une politique. C'était un partenariat. C'était permis. Gaza, novembre 1956. Couvre-feu, filtrage, détention, transfert. Des noms sur des listes sont devenus des vies en suspens. J'ai travaillé à partir de dossiers, de témoignages et de documents officiels triangulés à travers des sources indépendantes. Puis nous passons à 1967. 6 jours redessinent la carte. Les contrôles s'intensifient, les points de contrôle se durcissent, les permis se multiplient, contrôlant le mouvement des personnes déjà forcées de quitter leur maison. Vous trouverez des sources dans la description et la playlist complète de Palestine Deep Dive pour l'histoire jusqu'à présent. Lisez largement, comparez, construisez votre propre point de vue. Humain d'abord, affiliation ensuite. Si cela vous a aidé, abonnez-vous et partagez-le avec une personne qui valorise les preuves et l'empathie. Merci d'avoir regardé Protaillon. Continuez à questionner, restez curieux, surtout, prenez soin de vous.